Alors, donc le but du jeu, projecteur, symétrie aujourd'hui, voilà, endomorphisme remarquable. Alors, on a parlé de vitesse de OTC, ça c'est un point de détail. Alors, projecteur, définition, on va dire pure et dure, le principe c'est le suivant. On va se placer sur, on avait fait un petit peu le petit schéma hier, on va se considérer deux sous-espaces supplémentaires dans le grand œil. Petit rappel, alors je vous l'entoure, enfin je vous mets en fluo par exemple, tac. Petit rappel que j'ai mis en dessous, ça signifie notamment que chaque vecteur petit x de grand E va se décomposer de manière unique sous la forme x1 plus x2, x1 de 1, x dans E2. Donc ça rappelle sur l'espace supplémentaire. Dans ce cas-là, il y a deux projecteurs qui sont, on va dire, associés, qui vont chacun de grand E dans grand E. Le P1, ça va être le projecteur sur E1 parallèlement à E2, et le P2, ce sera le projecteur sur E2 parallèlement à E1. Bon, ça c'est tout. Le principe c'est, hop, je décale un petit peu ça, lorsqu'on a un petit x qui s'écrit x1 plus x2, on va tout simplement récupérer la composante qui est dans E1, c'est-à-dire le petit x1 et c'est tout. Donc ça, on l'entoure, définition. Alors, je ne fais pas la même chose de l'autre côté, de toute façon c'est complètement symétrique. Alors, petite remarque tout de suite, on va y revenir après bien sûr. Il y en a qui pourraient se dire, oui mais si on récupère que x1, en fait on est dans E1, donc pourquoi est-ce qu'on met dans grand E? Alors, on met dans grand E, tout simplement parce qu'on a envie d'avoir un endomorphisme de grand E, et on a envie d'avoir le même espace au départ à l'arrivée. Si c'est à l'arrivée, si x1 est dans E1, on peut aussi dire qu'il est dans grand E. C'est pas faux. Conséquence, on a le droit de dire ça, et de fait, on va avoir un endomorphisme. Alors, pour avoir un endomorphisme, il y aura tout un tas de propriétés, mais notamment il y aura le fait qu'on va de E dans E, ça c'est cadeau on va dire, mais il y a aussi le fait que l'application est censée être linéaire. Ça pour l'instant, c'est pas gagné. Proposition, on va faire un petit schéma aussi associé. Si on considère ces deux projecteurs P1 et P2, il y a tout un tas de propriétés. Première propriété, ce sont les endomorphismes. Donc ça, bien sûr, c'est un petit peu un point clé. Entre guillemets, ça se viendra naturel au fur et à mesure, mais il faudra le démontrer. P1 plus P2, c'est identité. Ça, on va pas le souligner plus que ça. De toute façon, c'est quasi instantané. x1 plus x2, on retombe sur x. Donc on va l'écrire vite fait, ce sera instantané. Si on compose P1, si on fait la composée P1 rond P2, c'est-à-dire si on effectue P2 et qu'ensuite on reprojette avec P1, on va tomber sur 0. Et idem de manière symétrique. Donc ça, c'est peut-être moins évident à imaginer tout de suite, mais pareil, on fera un petit schéma et vous verrez, ça tombe tout seul. Ça, plus important, on va l'encadrer en dessous. Alors, je vais l'encadrer pour un des côtés, de toute façon après c'est symétrique de l'autre. Le noyau de P1, c'est exactement E2, et l'image de P1, c'est exactement E1. Donc je parle bien de l'espace image de l'application P1. Et autre point qui est important, ici, alors je vais encadrer que le début et la fin, volontairement. L'image de P1, attention, 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 c'est très très particulier à cette configuration au cadre des projecteurs. L'image de P1, lorsqu'on a un projecteur, on peut l'écrire comme un noyau de P1 moins identité, ce qui revient à, finalement je vais peut-être mettre aussi l'écriture du milieu, ce qui revient à l'écrire comme l'ensemble des vecteurs qui ont pour image eux-mêmes, c'est-à-dire l'ensemble des points fixes de l'application P1. Donc là-dedans, endomorphisme, c'est naturel, mais ça en pratique, vous allez le retenir très vite, il n'y aura pas de souci. Le P1 plus P2, de temps en temps ça servira, idem pour le P1 rond P2, mais ces deux trucs-là encadrés, noyau image et le fait que l'image soit en fait le noyau de P1 identité, ça c'est très important pour utiliser. Alors, des petites démonstrations autour de ça, avec des petits schémas, et après on fera la grosse caractérisation. Donc jusqu'ici, pas de souci. Normalement vous avez accès au chat. Donc s'il y a des questions, je vous laisse me les mettre. On a image de P1 égale quart de P2. De fait, oui. Bon, ça c'est plus gadget qu'autre chose, mais de fait, oui. Effectivement, on a E1, E1. Donc c'est pour le même espace E1. Image de P1, c'est de P2. Et vice versa en dessous. Alors, démonstration 8. Je mets le tableau blanc à côté. Alors, on va commencer par endomorphisme. Ça, c'est important de le préciser, de le faire comme il faut. Hop, hop, comme
comme ceci. Je remets la tablette. Alors, démonstration. Donc petit a. Alors montrons que P1 est linéaire, entre parenthèses. On a déjà P1 de grand O dans grand O. Ça c'est cadeau. Alors pour montrer qu'il y a l'application linéaire, bon, c'est comme d'habitude, hein, on va avoir besoin de deux vecteurs, deux scalaires. Donc deux vecteurs petit x petit y, deux scalaires lambda et mu, et on veut calculer P1 de lambda x plus mu y. Donc soit lambda mu appartenant à K2, xy appartenant à E2. Montrons que, je l'écris ici, P1 de lambda x plus mu y égale lambda P1 de x plus mu P1 de y. Bon voilà, jusqu'ici, normalement c'est du classique. Maintenant, c'est là où ça se corse un petit peu. Si vous regardez bien la définition de P1, c'est défini à partir de la décomposition du vecteur de départ suivant E1 plus E2. Donc ici, première étape, on peut décomposer petit x en x1 plus x2, on peut décomposer petit y en y1 plus y2, mais finalement ici, c'est comme si on avait un grand X. Ce grand X, il faut écrire sa décomposition. Alors bien sûr, ça va se faire très vite. Alors, je mets volontairement cette couleur-là, qui ça correspond au grand X. Or, petit x est égal à x1 plus x2. Et y égale y1 plus y2. Alors, je ne remets pas toutes les notations, on va dire qu'elles sont sous-entendues. C'est pour accélérer un petit peu. Donc, grand X va s'écrire lambda x1 plus mu y1, auquel on va ajouter lambda x2 plus mu y2. Donc là, c'est bien un petit 1. Donc si vous regardez lambda x plus mu y, on fait lambda fois tout ceci, plus mu fois y1 plus y2. En redispatchant les termes, lambda x1, lambda x2, et de l'autre côté, mu y1, mu y2. Donc je les ai juste réagencés. Or, si on regarde dans ce qu'on va décrire, le premier morceau, c'est une composante x1 qui est dans E1. Vu que petit x1 et petit y1 sont dans E1, lambda x1 plus mu y1 reste dans E1. Et idem, ici, on a finalement un grand x2 qui est dans E2. Conséquence, ça, ce qu'on vient d'écrire, c'est la décomposition de grand X suivant E1 plus E2. Est-ce que c'est bon? Je l'écris à côté. Donc ça, c'est la décomposition de grand X dans E1 plus E2. Ok, ça a l'air bon. Pas de souci. Alors, ensuite, si on applique ce qu'on veut, donc je reviens au fil initial. Donc, P1 de grand X, bah c'est X1. Donc ça, c'est la définition de la projection. C'est-à-dire lambda fois petit x1 plus mu fois petit y1, vu ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire lambda P1 de x plus mu P1 de y, tout simplement. Donc ça, tac, c'est lié à ça. Et ceci, c'est la définition de P1 appliquée avec petit x et petit y. Autrement dit, bah, c'est gagné.
Hop. Est-ce que c'est bon pour ce passage-là? Je laisse 5 secondes, après je vais changer de petit écran, on va dire, pour la suite. Ok. Alors, je change. Attention. Touc. Alors, étape suivante, on veut vérifier que P1 plus P2 c'est identité. Bon bah là ça c'est instantané. Hein. On va faire un petit schéma finalement, ce serait presque plus parlant qu'autre chose. Alors ce sera un peu le même schéma qu'on a fait la dernière fois, mais c'est pas grave du tout. Donc on va avoir deux axes, alors bien sûr représenté par des axes c'est plus facile, ici et ici, qui vont correspondre à grand E1 et grand E2. Donc ça c'est grand E1 et ça c'est grand E2. Alors petit rappel, vu que ce sont des sous-espaces vectoriels, ça veut dire que ici, c'est le vecteur nul de grand E, 0 de grand E, c'est obligé. Ensuite, si on se fixe un vecteur, donc on a dit, hop, je vais mettre un trait comme ça. Si on se fixe un vecteur, donc on le symbolise par une petite flèche comme ça. Ah zut, hop, faut que je repasse en mode stylet. Si on se fixe un vecteur petit x appartenant à grand E, ce vecteur petit x, donc il va se décomposer de la manière suivante. Un vecteur de E1, alors ici pour suivre un peu l'alignement, comme ceci, et là, comme ceci. Et si je change un petit peu de couleur, donc ça c'est ce qu'on avait déjà évoqué, ici, alors je le mets un petit peu en dessous volontairement pour qu'on le voit quand même quelque chose à l'écran. Donc ici, ce serait le vecteur x1 égale P1 de x. De l'autre côté, même principe, je le décale un petit peu, hop, comme ceci. Ce serait le vecteur x2 égale P2 de x. Je vais peut-être le décaler un tout petit peu ce morceau-là. Comme ceci. Et ouais, bon, le 0 du coup, hop. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est bon, on s'en sort. Donc le 0 il reste ici. Est-ce que on est bon? Le projecteur sur E1 ne doit pas être parallèle à E2. Le projecteur, alors le projeté, alors X1, je vais peut-être mettre le mot passage d'ailleurs. X1, c'est ce qu'on appelle le projeté, c'est pour distinguer avec la projection, l'application. C'est le projeté de petit x sur E1 et parallèlement à E2. Alors je mets le symbole des flèches parallèles pour dire parallèlement à. Mais je pense que dans le contexte, il n'y aura pas de souci. Donc le projeté sur E1 doit apparaître parallèlement à E2. Bah si, mais justement, si vous suivez ici la direction de E2, en partant de petit x, on suit la direction de E2. Alors j'ai un tout petit peu décalé, mais grosso modo c'est bon. On retombe bien sur ce vecteur, ici petit x1. Est-ce que c'est bon pour la question? Ok, c'est bon. Alors, conséquence, alors, graphiquement, graphiquement c'est instantané. Hein. Petit x, c'est bien égal à x1 plus x2. Donc, graphiquement, il n'y a pas de souci. C'est une espèce de règle parallélogramme. Alors, si on veut le justifier par le calcul, bah, tout simplement, on écrit que P1 de x plus P2 de x, c'est égal à x1 plus x2. Et puis donc, c'est bien égal à petit x. Conséquence, bah, si P1 de x plus P2 de x est égal à petit x, bah, ça veut dire que P1 plus P2 c'est identité. C'est tout. Donc, P1 plus P2 égale identité de E. Donc ça, c'est instantané. Dans la même lignée, on va chercher sur le petit c. Alors,
Avec le schéma, pareil, ça peut s'imaginer. Si vous regardez bien, donc regardez bien par ici, ça, c'est x1, c'est le projeté de petit x sur E1. Si ensuite, on veut reprojeter sur E2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est censé envoyer ce vecteur sur E2 en suivant la direction donnée par E1. Mais vu que ce vecteur x1, il est dans la même direction que E1, bah, en suivant la direction de E1 et en allant vers E2, bah, sur quoi est-ce qu'on tombe? On tombe sur le vecteur nul. Donc graphiquement, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est vraiment, on fait des projections, c'est vraiment, vous imaginez que c'est un peu comme s'il y avait la direction du soleil, on va dire, donc qui est donnée par E1. Donc là, le soleil, on l'imagine à l'infini par ici. Donc tous les rayons lumineux, ils vont horizontalement comme ceci. Et si votre vecteur x1, bah, il est dirigé vers le soleil, bah, son ombre, qui est la projection sur 2, sur le sol, bah, elle va être réduite à rien du tout, elle va être réduite à 0. On peut imaginer un petit peu ça comme ça. Alors si on veut faire un petit calcul, parce que ça bien sûr c'est visuellement, mais si on veut faire un petit calcul, bah, c'est instantané. P1 de x, c'est égal à petit x1 qui appartient à E1. On peut l'écrire aussi x1 plus 0e. Et dans cette décomposition x1 plus 0e, bah, on a bien un vecteur de E1 et un vecteur de E2. Conséquence, dans la décomposition de P1 de x suivant E1 plus E2, bah, l'élément de E2, c'est 0. Donc par définition du projeté de P1 de x sur E2 parallèlement à E1, le projeté, c'est le vecteur nul. Donc j'écris la petite phrase complète, comme ça fait manipuler un petit peu les notions. Par définition de, attention, c'est bien un P2 ici, parce qu'on veut projeter sur P2, on veut projeter sur, excusez-moi, sur E2. Non pas projeter, le projeté, ça suffira. Donc le projeté de x1 égale x1 plus 0 sur E2 parallèlement à E1 est 0, tout simplement. Autrement dit, le P2 de x1 est égal à vecteur nul. Mais vu que x1 c'est P1 de x, on se retrouve avec P2 de P1 de x égale au vecteur nul, c'est-à-dire encore une fois P2 rond P1 de x est égal au vecteur nul. Alors je vais peut-être pas du tout mettre comme ça. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Zoom, on va faire de la magie. Je décale un tout petit peu. Non, je décale pas, juste comme ça, c'est pas grave. Et je vais mettre la conclusion sur la gauche. Conclusion. Si P2 rond P1 de x est égal à 0, ça veut dire que P2 rond P1 est égal à l'application nulle. Et bien sûr, il donne dans l'autre sens, pour P1 rond P2. Est-ce que jusqu'ici on est bon? Donc ce genre de choses, ça peut sembler un peu déroutant au départ parce qu'on jongle un peu avec les x1, x1, 0, x2, etc. Mais à chaque fois le principe, si je vous regardez bien sur le PDF, que je remets un petit peu plus grand temporairement, le principe c'est de s'appuyer à fond sur la définition qui est là en haut à gauche. Si on a une décomposition sous la forme grand x1 plus grand x2, le projeté sur E1 c'est le grand x1, le projeté sur E2 c'est le grand x2. Donc ici, c'est exactement ça qu'on a utilisé. On a voulu projeter deux fois de suite, donc on projette une première fois, ça fait x1. On veut donc maintenant, pour projeter x1,
le décomposer sous la forme truc 1 plus truc 2, et ces truc 1 et truc 2, c'est x1 et vecteur nul. Et donc le projeter sur E2, c'est truc 2, c'est-à-dire le vecteur nul. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Alors maintenant il nous reste, on était où? Ça c'est bon, ça c'est bon. Alors le noyau et l'image. Donc je vais passer à l'écran d'après. Est-ce qu'on détaille encore ce principe-là? Bon, ça va être encore bon, vite fait. Vite fait, comme ça on fait les choses proprement. Puis ça fait manipuler un petit peu le truc vectoriel, de toute façon ça fait pas de mal. Alors le petit dé, bah, ça va être assez vite réglé. Hein. On veut traduire, premier point, pour le noyau P1 de x égale à 0. Dire que P1 de x est égal à 0, c'est équivalent à tout simplement x1 égale au vecteur nul. Mais dire que x1 est égal au vecteur nul, c'est équivalent à dire que x est égal à x2 tout court. Zut, je suis en train de gribouiller. Mais dire que x est égal à x2 tout court, bah, ça revient à dire qu'il est dans E2. Donc, uniquement en traduisant avec la définition, alors j'aurais pu le mettre au départ, x appartient à un P1, si on veut avoir vraiment l'écriture comme il faut, c'est équivalent à dire que P1 de x égale 0, tatati, équivalent à petit x appartient à E2. Conséquence, pour le noyau, c'est égal. Ah, excusez-moi. J'ai agrandi à droite, effectivement. J'ai omis de le refaire. Pour l'image, bon, c'est un peu le même principe. On va refaire un petit schéma. Et non, même pas, on a déjà fait le schéma. Donc, idem pour l'image, c'est un peu le même principe. On va pas le refaire. On est bon. Ensuite, dernier point qui va nous intéresser, c'est le fait que l'image est en fait égale au point fixe. Alors ici, le plus simple, c'est de partir de la droite. Donc dire que x est dans le noyau de P moins identité. Donc ça, on a déjà manipulé un petit peu les noyaux comme ça. Là, on va le refaire un petit coup doucement. X dans le noyau de phi. Ça veut dire phi de x égale 0. Ici, noyau de P moins identité. Ça veut dire, si on fait une petite étape, P moins identité de petit x égale au vecteur nul. Ce qui se traduit par P de x moins l'identité de x, c'est petit x, égale au vecteur nul, c'est-à-dire, donc ça c'est l'écriture qu'on va surtout retenir, P de x égale x. Donc je souligne un petit peu ça. C'est normalement au fur et à mesure, maintenant ça devrait être assez direct, vous devez vite le voir. Noyau de P moins identité, c'est P de x égale x, la relation clé. Mais P de x, si on reprend un petit peu ici, bah c'est x1. D'où petit x dans le noyau de P moins identité, ça va être équivalent à dire que x1 est égal à petit x. Et donc, bah, vu que x1 c'est la composante du vecteur dans E1, bah, ça se traduit exactement par, un peu comme au-dessus, petit x dans E1. Donc je remets ça, une petite flèche. Ça c'est la composante de petit x dans E1. Bah voilà. Et vu que E1 c'est l'image de P1, bah du coup c'est gagné. Donc ça, je le remets en dessous, ici, dans E1. Ça, c'est l'image de P1. Conclusion à retenir. Alors, je vais réécrire en toutes lettres. Si P est un projecteur,
J'ai mis P au lieu de P1. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez compris quoi. Oui, voilà. Bon, voilà. Du coup, il n'y a que le bien que le remarquer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ce raisonnement-là, il est valable pour n'importe quel projecteur P. Exactement la même manière, sauf que j'ai mis un E1 ici. Bon, vous mettez les petits 1 partout si vous voulez. Ça change pas grand-chose. Donc, à retenir, si P est un projecteur, où est-ce que j'étais, pardon, donc, l'image de P est égale au noyau de P moins identité. Donc c'est bien sûr surtout ceci qu'il faut retenir. Alors, pourquoi x égale x1? Donc, bah, tout simplement ici, alors c'était dit, c'est ça, car P1 de x égale x1, et comme P de x égale x, alors x1 égale x, c'est pas car de P moins identité. Alors pareil, oui, vous mettez des 1 partout. Alors je vais les mettre. Sinon j'ai l'impression que ça va vous perturber. Donc ici c'est P1, 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 et ici aussi P1. Alors, bah, la fin remarque en fait on n'a pas besoin de P1. Alors le raisonnement du dessus, c'est avec le P1 associé à E1, E2, mais la conclusion en fait, vu qu'elle ne fait plus intervenir ni E1 ni E2, bah, elle est vraie pour n'importe quel projecteur. Donc vous pouvez presque la retenir comme ça. On peut avoir un E3 et donc un P3. Alors pas nous. Alors si je comprends bien, donc question posée, donc si je la comprends bien, si on avait non pas 2 sous-espaces supplémentaires, mais 3 sous-espaces supplémentaires, un E1 plus E2 plus E3, est-ce qu'on pourrait faire des projecteurs, un troisième projecteur? Alors, sur le principe, oui. Mais en vrai, c'est pas pour A. C'est tout. Le programme se limite à 2 sous-espaces supplémentaires, et c'est après en deuxième année que sera un peu plus développé. Nous, de ces deux, ça ira très bien. Alors bien sûr, je comprends l'idée. Exemple, quand vous êtes en physique dans R3, bah, vous projetez sur 3 axes. Donc oui, bon, en fait, on pourrait le faire, mais ce serait pas beaucoup plus compliqué, mais on s'y restreint, c'est tout. Alors, je réavance un petit peu. Là, les propriétés, je crois, on est bon sur les petites propriétés. Ouais, on a fait le tour. Donc, hop, ça c'est la fin de la démonstration 8. Maintenant, ce qui nous attend, c'est la bonne grosse démonstration de la propriété qu'on va regarder après, la caractérisation générale des projecteurs. Donc, je vois le PDF un petit peu plus grand temporairement. Ici, alors attention, attention, attention. Cette propriété, enfin cette équivalence, elle fonctionne pour les endomorphismes. Donc je l'ai mis en fluo. Des fois, il y en a qui oublient de le vérifier, c'est un peu ballot. C'est un peu comme, alors de vérifier notamment la linéarité. Ça, c'est un peu comme les questions du type montrer que machin est un endomorphisme. Il y en a qui se focalisent sur le fait que, ah oui, mais l'espace d'arrivée, c'est l'espace de départ, et qui oublient de vérifier la linéarité. Bah là, c'est un peu le même genre. Pour appliquer cette propriété, il vous faut un endomorphisme. Alors, le fait que ça soit de grand E dans grand E, en général, ce sera assez direct, mais pensez bien à vérifier la linéarité. Donc, je vais le mettre à côté, mais c'est une petite note au passage. Voilà, j'ai du mal à taper là. C'est bon. Donc, petite note, vérifier la linéarité pour appliquer la propriété. Alors, la proposition, comment elle est? C'est une équivalence. On va bien sûr fonctionner par double application. On suppose qu'on a un endomorphisme. Ensuite, ah mince, j'ai pas encadré jusqu'en bas. Autant pour moi, autant pour moi. Là, c'est juste un oubli parce que, oui, oui, il me faut tout ça. Hein. Alors ça, du coup, je vais mettre dans un petit coin. Hop. Je le mets dans un petit coin là-haut. Comme ceci. Donc, la propriété clé. Si on a un endomorphisme, c'est un projecteur si et seulement si P rond P égale P. Donc en pratique, c'est très facile à vérifier, c'est un petit calcul. Dans un sens, si P est un projecteur, montrer que P rond P égale P, bah, on va le faire vite fait, un peu comme dans le même genre qu'au-dessus, ce sera instantané. Dans l'autre sens, c'est beaucoup plus compliqué.
si on vous partez d'un endomorphisme, et si vous avez l'hypothèse P rond P égale P, pour montrer que c'est un projecteur, ça veut dire quoi? Si on regarde la définition, on est censé dégoter deux sous-espaces supplémentaires. Et une fois qu'on a ces deux sous-espaces supplémentaires, on est censé dire que l'application P correspond à, par exemple, l'application P1, projecteur sur E1, parallèlement à E2. Donc ça, c'est un point très important. Vous devez trouver, pour la démonstration, on doit trouver sur l'espace supplémentaire. Alors, l'avantage, ce qu'il faudra bien retenir vous, c'est qu'en pratique, quand vous allez utiliser cette propriété, vu qu'on aura déjà fait toute la théorie en démonstration, ce sera en cadeau. Donc, vous, en pratique, quand vous l'utiliserez, vous utiliserez directement la remarque qui est en dessous, vous direz « Je sais que les sous-espaces IMP et KRP sont supplémentaires, et je sais que P est le projecteur sur IMP parallèlement à KRP. » Donc tout ceci, c'est pas du tout anodin, L'aspect supplémentaire et le fait qu'on ait le projecteur sur IMP, non, c'est pas ça que je voulais, et le fait qu'on ait le projecteur sur IMP parallèlement à KRP, ce sera un cadeau, ce sera automatique. Ça va vous sauver la vie dans plein de situations. En particulier, le fait d'avoir un projecteur, et ce sera un peu pareil pour les symétries, ça donne directement en cadeau deux sous-espaces supplémentaires. Et si vous vous rappelez bien que monter les sous-espaces supplémentaires, c'est pas toujours super pratique, c'est pas toujours simple, ben, ce sera vachement bien ici. Alors, on revient sur la démonstration théorique, donc démonstration 9, double implication, première et deuxième. Alors, je repars sur le tableau, je pense à le mettre un petit peu plus grand, et écran suivant, démonstration 9. Alors, par double implication, donc première implication, c'est dans le sens gauche-droite. Donc on met, rappelez-vous les mécanismes, pour montrer une double implication, on suppose une application, pardon, on suppose nanani, montrons que nanana. Donc ici, on suppose P projecteur, montrons que P rond P égale P. Alors, juste histoire de fixer une notation, donc lorsqu'on va dire qu'on suppose P égale projecteur, histoire en reprenant une notation du dessus, on va dire qu'on suppose que P est égal à P1, projecteur sur E1, parallèlement à E2, tout simplement. Dans ce cas-là, on va avoir, on va se fixer un petit x et on va calculer P rond P de x tout simplement. Alors, je remets entre parenthèses, si petit x est dans grand E, vu la notation qu'on a mise à côté entre parenthèses, petit x est égal à x1 plus x2, avec x1 dans E1, avec x2 dans E2, et P1 de x, bah c'est tout simplement petit x1. Donc ça, c'est du rappel des définitions de projecteurs. Alors, est-ce que les sous-espaces supplémentaires sont forcément en somme directe? Oui, tout à fait. Ensuite, P1 de x, qui va donc être égal à petit x1. Donc, P1 de P1 de x, c'est P1 de petit x1. Donc ça, c'est juste en remplaçant. Maintenant, si on veut déterminer la projection de x1, enfin le projeter P1 de x1, ça veut dire qu'on veut décomposer x1 en truc 1 plus truc 2 et récupérer truc 1. Finalement, c'est ça le principe. Donc c'est exactement comme, je remonte sur une page précédente, c'est exactement comme ce qu'on a fait, où est-ce que c'était? Ici. Ici, on avait décomposé P1 de x en truc 1 plus truc 2. Alors comme là, on voulait projeter suivant P2, on avait récupéré truc 2. Là, on va récupérer truc 1, c'est-à-dire re-x1. Donc on le réécrit vite fait, mais c'est exactement le principe que ce qu'on avait fait là ici. Or,
petit x est égal à x1 plus x2. Alors bon, c'est un peu la recopie, bon, c'est pas grave. J'aurais peut-être pu mettre qu'une fois ici. Mais je l'ai déjà mis au-dessus, c'est pas grave. Donc, P1 de x1, attention, c'est pas une faute de frappe, c'est bien x1 ici, va se retrouver être égal à x1 tout court. Enfin, encore une fois, allez. Oh, excusez-moi, j'ai des bêtises. Je dis des bêtises. C'est pas x1 plus x2, certains étaient peut-être en train de corriger dans leur tête, c'est x1 plus 0. 0 est quand même dans E2, ça change un raisonnement. Donc le P1 de x1, c'est truc 1, c'est-à-dire x1 qu'on récupère ici. Maintenant, ça c'est réglé. Ça veut dire que P1 de x, c'est P1 de x1, c'est x1. Si on traduit, P1 rond P1 de x est égal à P1 de x, c'est-à-dire P1 rond P1 égale P1. Donc ça, c'était en supposant, rappelez-vous, que P, c'est le projecteur qu'on a noté avant, P1 sur E1 parallèlement à E2. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous laisse 5-10 secondes, le temps de voir tout ça. Donc, on veut faire P1 rond P1 de x, mais P1 de x, c'est x1. On cherche donc à décomposer x1 en truc 1 plus truc 2. On le fait, on récupère truc 1, et on constate, ah bah oui, on est bien retombé sur x1 égale P1 de x. On traduit P1 rond P1 égale P1. Alors, autre implication, je la prépare doucement. Ici, donc il sera un petit peu plus technique. On suppose, cette fois-ci, que P rond P égale P. On veut montrer que P est un projecteur. Alors, pour montrer que P est un projecteur, on va vouloir deux sous-espaces supplémentaires E1 et E2, et on va vouloir montrer que P est en fait le P1, projecteur sur E1, parallèlement à E2. Donc ici, on va poser E1 égale, je vais laisser un petit peu de place en dessous, donc on va poser E1 égale, je laisse un petit blanc, E2 égale, je laisse pareil un petit blanc. On va poser aussi, on note, pas tout de suite, c'est un petit peu trop tôt. Hop. Montrons que grand E égale E1 plus E2, et ce sera le deuxième temps, que P est égal à P1, j'ai ma union égale, où P1 c'est le projecteur sur E1 parallèlement à E2. Alors maintenant, grande question, à votre avis, vu ce qu'on sait sur les projecteurs, si P est égal à P1, le projecteur sur E1, parallèlement à E2, que sont censés être E1 et E2 en fonction de P? Donc là, je vous laisse réfléchir un tout petit peu, essayer de me dire dans le chat, E1, qu'est-ce que ce serait en fonction de P? Et E2, qu'est-ce que c'est censé être en fonction de P1, en fonction de P aussi? Alors, je vois des images et des noyaux. Alors, plus précisément, qui serait qui? Plus précisément, qui serait qui? Dans l'ordre. Dans l'ordre, oui, dans l'ordre, effectivement. Donc, si je remonte un petit peu sur le PDF, donc je vous l'affiche un petit peu plus grand temporairement. Tac, tac. Donc, on remonte un petit peu ici. Ça correspond au petit d de la proposition 8. On a vu que si P1 est le projecteur sur E1 parallèlement à E2, dans ce cas-là,
E2 c'est le noyau et E1 c'est l'image, qui sont donc de fait supplémentaires. Là on est dans un autre point de vue, on n'a pas encore E1, E2 supplémentaires, mais on sait que de toute façon, s'il y en a qui marchent, c'est censé être le noyau et l'image. Conséquence, dans la propriété 9, dans notre implication, donc je repars sur le tableau blanc. Cette fois-ci, on part de P projecteur, on va poser de manière arbitraire, mais un petit peu parce qu'on n'a pas le choix, E1 égale A, donc je vous l'écris ici, image de P, E2 égale noyau de P, et on veut montrer que, premier temps, ces deux sous-espaces sont supplémentaires, et deuxième temps, que P est égal à P1. Donc il y aura ici un petit 1, petit 2, zut, tac, tac, donc ça ce sera l'étape 1, ça ce sera l'étape 2. Alors, maintenant que le contexte est mis en place, page suivante, on rentre dans le vif du sujet. Première étape, on veut montrer que grand E est égal à E1 plus entouré E2 sous espace supplémentaire. Alors ici, si je vous remets bien dans le bain, on n'a pas du tout de dimension finie. Même en vrai, on n'avait pas fait le chapitre à l'époque, mais de toute manière, même si on avait fait le chapitre, vu le contexte, on a un espace grand E quelconque, on a E1 et E2 qui sont images et noyaux d'une application quelconque, on n'a aucune information sur l'histoire de dimension. Conséquence, on se débrouille autrement. Ici, on va montrer donc à la main E1 inter E2 égale vecteur nul. Ça, c'est pour traduire, justement, ça rejoint la question posée tout à l'heure, le fait que E1 et E2 sont en somme directe, premier temps. Deuxième temps, on veut que la somme des deux espaces constitue bien grand E tout entier. Pour ceci, là on va faire simple, on va intuiter une décomposition. Alors, petit rappel, la manière qu'on va adopter ici, c'est une manière qui évite l'analyse synthèse. On fait avec l'intersection égale à 0 le fait que les sous-espaces sont en somme directe, et on fait en intuitant la décomposition le grand E qui est bien la somme des sous-espaces. L'autre variante, qui aurait pu être adaptée ici aussi, c'est de faire une grosse analyse synthèse qui fait tout d'un coup. Rappelez-vous, ça fait une petite piqûre de rappel en même temps, lorsqu'on fait une analyse synthèse, la partie analyse, elle sert en partant de la décomposition à obtenir l'unicité de x1 et x2. Cette unicité traduit l'aspect somme directe. Donc si vous faites l'analyse, il n'y a pas besoin de faire l'intersection réduite à 0. Je reviens un petit peu là-dessus parce qu'il y avait souvent des maladresses là-dessus, des gens qui faisaient des trucs en double pour rien. Donc si on fait une analyse synthèse pour la somme directe, on n'a pas besoin de faire l'intersection réduite à 0. Et la synthèse ensuite donne le grand E égale 1 plus E2. Ici, premier point. Alors, premier point, E1 et E2 en somme directe. Donc on va dire point d'interrogation. Donc pour ceci, on va montrer plus directement que E1 inter E2 est égal au vecteur nul. Alors, comme d'habitude, là on ne le refait pas, le vecteur nul, il est dans tous les sous-espaces. Donc dans cette égalité d'ensemble, l'inclusion droite-gauche à l'instantané. Donc là, on rentre directement avec soit petit x appartenant à E1 inter E2, montrons que x est égal à 0. Donc, et là, si on fait ça, on aura gagné. Or, alors attention ici, si petit x appartient. On va décomposer ça en deux temps. Petit x appartient à E1. E1 qui est égal à MP. Donc, on traduit de manière à peu près mécanique. Il existe un x' appartenant à grand E tel que petit x ce soit P de x'.
Donc, rappelez-vous le principe, ça c'est assez classique dans l'histoire de somme directe. On veut montrer que l'intersection est nulle, on prend une demande d'intersection, on veut montrer qu'il est nul. On traduit qu'il est dans E1, on traduit qu'il est dans E2, on va faire ça juste après. Là, pour traduire qu'il est dans E1, qui est une image, on utilise la définition d'image, il existe un antécédent. Deuxième petit carré, j'enchaîne. Petit x, il est aussi dans E2, donc, alors pardon, excusez-moi, j'ai oublié une étape. Il est dans petit E2, dans grand E2, pardon, qui est égal à KRP. Donc, P de x est égal à 0. Encore une fois, on traduit le noyau. Mais maintenant, si vous regardez ce qu'on a écrit, on a petit x égale p de x', et juste en dessous, p de x égale 0. Bon, bah, bien sûr, on va combiner ça, hein, ça devrait téléphoner. Donc, par suite, par conséquent, hop, je repasse en couleur normale. Alors, par conséquent, P de P de x' est égal au vecteur nul, en combinant les deux. C'est-à-dire, P rond P de x' est égal au vecteur nul. Mais P rond P, on a vu ce que c'était. P rond P, c'est P. Conséquence, on va encore traduire ça par P de x' tout seul égale au vecteur nul. Mais P de x', c'était ce qui est marqué là-haut, et bien c'était petit x. Donc la boucle est bouclée, on est bien tombé sur ce qu'on voulait. Est-ce que c'est bon pour cette étape? Pas de soucis, ça a l'air bon. Ok. Alors je veux juste 5 secondes, je vais ouvrir mon volet, je coupe le micro 2 minutes. Il est un petit peu trop baissé. Alors, désolé, j'étais en train de parler dans le vide, j'ai pas mis le micro. Oui, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait quelques questions, mais vous êtes apparemment débrouillé. C'est bon, vous me recevez, hein? J'ai bien mis, tout est bien activé. Ah ok, c'est bon. Ok. Alors, on va enchaîner maintenant. E1 et E2 sont en somme directe, donc ça c'est réglé. Maintenant, est-ce que E1 plus E2 donc, est égal à grand E? Donc ici, deuxième point, on va page suivante, du coup. Hop, hop.
Donc, deuxième point, montrons que E1 plus E2 est égal à grand E. Donc ça, comme d'habitude, encore une fois, on a une inclusion gauche-droite ici qui est automatique, on ne revient pas dessus, on va directement partir avec soit petit x dans grand E. Montrons que x appartient à alors, E1 plus E2, c'est-à-dire imp plus krp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut deviner, trouver une décomposition de petit x sous la forme un élément de l'image plus un élément du noyau. Maintenant, un élément de l'image, ça veut dire que c'est un P de quelqu'un. Alors ici, en fait, il y a une petite feinte qui va tomber toute seule à partir de ce qu'on a vu avant. Donc je vais vous la mettre directement, ça accélère un petit peu le truc. Tout simplement, on va considérer P de x. P de x est dans l'image. Maintenant, si on veut récupérer petit x à partir de P de x, on va tout simplement écrire ceci. Alors là, vous allez me dire, ouais, ok, x égale P de x plus x moins P de x. Pourquoi pas? Alors, si on écrit ça, on a bien l'égalité qui est valable. On a bien, ça c'est instantané, le premier élément qui est dans l'image. Parce que c'est P de quelqu'un. Et la question maintenant, c'est, ouais, mais alors ce truc-là, pourquoi est-ce que ce serait dans le noyau de P? Tout simplement, en fait, ça va découler du calcul de P de ce truc-là. Donc, je vais écrire en dessous ça appartient à E1 égale imp, ça c'est garanti. Maintenant, question, a-t-on x moins p de x appartient à krp? Donc on fait le petit calcul à côté, il va presque tenir ici. Si on calcule p de x moins p de x, on espère tomber sur 0. Si on décompose tranquillement, on va avoir p de x par linéarité, moins on peut couper, p rond p de x. Donc ça c'est la linéarité, on distribue entre guillemets. Mais maintenant, encore une fois, ah bah oui mais p rond p. P rond p c'est p. On va donc se retrouver avec p de x moins p de x, ça fait 0. Alors, ici, P rond P égale P, donc on tombe sur le vecteur nul. Donc, réponse, oui. J'ai pas pris assez de place. Hop. Donc, x moins P de x appartient à KP. Morale, on a bien, conclusion, on a bien x1, alors je vais le décomposer un tout petit peu plus, égale P de x appartient à E1, et x2 égale x moins P de x appartient à E2, tel que x égale x1 plus x2. Finalement, je remets un petit peu la page précédente vite fait. Dans l'étape 1, somme directe, c'est gagné. Le fait que la somme soit grand E, c'est gagné. Donc l'étape 1 est terminée. Il nous reste maintenant l'étape 2, qu'on va pouvoir placer ici. Je pense que ça rentre, parce qu'elle est finalement pas très longue. On peut donc définir P1, le projecteur, sur E1, parallèlement à E2. Et nous, ce qu'on aimerait bien, donc je vous remets le principe, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce projecteur sur E1 parallèlement à E2, en fait, ce soit P. Alors, tout simplement, on va écrire à quoi est égal P1 de x.
Or, comment vous me dire sans vous dire que c'est évident. Je vais faire un petit tap-tap comme ça, avec des x1, x2. Or, si x est égal à x1 plus x2, avec x1 dans E1 et x2 dans E2. Si on a cette décomposition, alors P1 de x, c'est égal à x1. Donc ça, c'est la définition de projecteur. Mais ici, le petit x, c'est qui? Si je remontais un tout petit peu plus haut, je vous laisse retrouver par vous-même. Regardez. Le petit x1, c'est qui? Pendant ce temps, je rectifie une petite rature. Ouais. Le petit x1, c'est P de x. Regardez, c'est marqué là. Conséquence, je vais mettre une espèce de petite flèche. Non, ça va être tout moche si je mets une flèche. Donc, mais ici, x1 est égal à P de x. Bah, conclusion, P1 de x, c'est x1. Mais x1, c'est P de x. Et donc finalement, P1 de x, bah, c'est P de x. Ainsi, P1 de x est égal à P de x. Donc, P1 est égal à P, qui est bien un projecteur. Point. Voilà, ça finit tout pile en bas de l'écran. Et donc, par rapport à la démonstration, bah, c'est gagné. On a bien fait l'autre sens, on a bien vérifié que dans l'autre sens, P était un projecteur. Et de plus, donc la remarque qui est en dessous est vérifiée, c'est le projecteur sur l'image, parallèlement au noyau, parce que ce sont ces deux sous-espaces-ci qui sont supplémentaires et qu'on a appelé E1 et E2 juste ici.